Vous êtes régulièrement ballonné, constipé ou au contraire avec des diarrhées. Vous avez dû arrêter de manger certains aliments parce que vous ne les digérez plus. Vous avez régulièrement mal au ventre. Ce soir, vous allez découvrir la cause profonde de tous ces troubles. Et vous verrez que derrière de simples problèmes de digestion se cache peut-être la cause de problèmes de santé plus vastes comme les troubles du sommeil, la difficulté à perdre du poids, le manque de vitalité ou encore les allergies. Alors pour parler de ce sujet passionnant, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Kaïna Oussedi. Bonjour Kaïna Oussedi. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dès qu'il y a une belle occasion comme votre émission, je suis là. Et on est ravis de vous recevoir parce qu'on va, vous allez voir, on va parler d'un sujet absolument passionnant. On va parler ensemble microbiote, alimentation et minceur, puisque vous allez voir, grâce à Kaïna, que les trois sont très liés. Alors Kaïna, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes docteur en biochimie moléculaire, un nom un petit peu complexe que vous allez sans doute nous expliquer. Vous êtes une auteure qui a connu un très grand succès avec un premier livre paru en 2021 chez Duno, La magie de la digestion, qui a connu un immense succès. Et puis vous avez remis ça en 2023 avec Le pouvoir des combinaisons alimentaires et votre petit dernier, La révolution des microbiotes, paru chez Albert Michel en début d'année, il y a quelques mois. Alors, vous avez fondé à Paris un centre qui s'appelle le centre Amincica, dans lequel vous prenez en charge des personnes qui viennent pour des problèmes digestifs, des problèmes de diabète, des problèmes de perte de poids, que vous orientez grâce, entre autres, à la boussole, si je puis dire, du microbiote. C'est exactement, c'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes une des grandes spécialistes françaises du microbiote, car vous êtes la toute première à avoir pu séquencer l'ADN d'un microbiote. Alors, c'est encore un terme un peu barbare que vous allez nous expliquer, parce que ça, c'est une sacrée révolution quand même dans le domaine de la nutrition, je trouve, hein, quand même, ça n'est pas rien. Moi, je suis biochimiste moléculaire, plutôt axée donc, sur la digestion. Et qui dit digestion, dit toutes les maladies que ça peut impliquer, les maladies métaboliques, les problèmes de cholestérol, les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète et dans certains cas également les problèmes de cancer, donc différents cancers. Et nous, on est là pour accompagner toutes ces populations-là, soit pour améliorer leur digestion, parce qu'ils se sont retrouvés face à des cas un peu extrêmes de constipation, de ballonnement, de flatulence, de diarrhée, des choses comme ça, ou bien dans un but de perdre du poids, parce qu'ils ont vu qu'ils ont pris de l'âge, ils ont 50 ans, ils ont 55, ils vont vers 60, et ils voient bien que la physiologie et cette biochimie interne changent et elle évolue. Donc pour ces personnes, on va un peu rééquilibrer. Et pour ces personnes, on va vraiment leur apprendre à être autonomes dans les combinaisons alimentaires. Alors, on a beaucoup mentionné, on a parlé de digestion. Qui dit digestion dit microbiote. C'est un mot qui est beaucoup revenu quand vous nous parliez notamment des patients que vous aviez en clinique dans des départements de cancer. C'est un mot qu'on connaît un peu plus maintenant, on est un peu familiarisé avec ça, mais on va peut-être déjà commencer par définir ce que c'est que le ou les microbiotes, parce que ce n'est pas si évident que ça. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste ? Alors, un microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, c'est des toutes petites espèces vivantes. Cet ensemble de micro-organismes, pourquoi on dit que c'est un ensemble ? C'est parce qu'il est formé de différentes populations. On a les bactéries, qui sont majoritaires dans le microbiote. Ensuite, on a les champignons. Et pour finir, nous avons aussi les virus. Donc, c'est ça qu'on appelle l'ensemble, et c'est ce qu'on appelle le microbiote. Mais étant donné que dans cet ensemble, la population qui ressort le plus en quantité, en fonction pour le moment, parce que je pense que ça va évoluer, ce sont les bactéries. Donc, comme la quantité majoritaire sont les bactéries, c'est vrai qu'actuellement, les scientifiques ont beaucoup travaillé sur cette population qu'on appelle les bactéries et qui forment majoritairement les microbiotes. Mais attention, il y a aussi une petite population qu'on a laissée de côté parce qu'elle était toute petite dans cet ensemble que nous appelons le microbiote, c'est la population des champignons. Oui. Et qu'on appelle le mycobiote. Donc attention, lui, on commence à comprendre qu'il a un intérêt très important, et ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'ils ne sont pas importants. Mais c'est vrai que la plupart des scientifiques ont beaucoup travaillé sur les bactéries du microbiote. Où est-ce qu'on les trouve, ces différents microbiotes ? Alors, ces différents microbiotes, donc, qui sont l'ensemble majoritaire de bactéries, on peut les trouver dans la bouche, on peut les trouver au niveau pulmonaire, on peut les trouver au niveau de la peau, on peut les trouver au niveau intestinal. D'ailleurs, c'est le plus important, c'est 50 000 milliards de bactéries, c'est plus de 2 kilos de bactéries, donc c'est le majoritaire
en quantité et en fonction. On a 2 milliards de bactéries intestinales. 50 000 milliards. 50 000 milliards de bactéries intestinales. Donc 2 kilos, c'est ça que vous disiez. Exactement, 2 kilos. Donc quand les échantillons de sel arrivent au laboratoire, on se dit que dans 1 gramme, il y a pratiquement 1 milliard. Incroyable. Voilà, la nature a bien fait les choses. Et à quoi servent ces microbiotes alors? Parce que c'est vrai qu'on en entend davantage parler, mais leur rôle précis, alors on comprend que c'est des colonies de bactéries. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font dans notre corps? Alors ces bactéries, avec l'évolution de l'être humain, ont fini par se loger chez nous. Donc nous, on leur procure le gîte, on leur procure l'alimentation qui se doit, et eux, en échange, ils nous défendent contre les agents pathogènes qui viennent de l'extérieur, les polluants, les petits bobos qu'on peut avoir à travers certaines infections virales. Donc nous, on les nourrit, on se doit de bien nourrir toutes ces petites bactéries pour qu'en échange, d'une part, elles nous aident à terminer notre digestion. C'est elles, les petites ouvrières incontournables au niveau du côlon pour bien finir sa digestion. Grâce aux bactéries, on produit 5 à 15% d'énergie pour le corps. L'autre partie de l'énergie est produite par les nutriments qui vont finir par aller dans le sang. Mais les bactéries sont essentielles à ça. On oublie souvent que dans le vagin de chaque femme, il y a des bactéries. Grâce à ces bactéries qui composent le microbiote vaginal, on n'a pas de sécheresse vaginale, ça nous permet de ne pas avoir d'infection urinaire à répétition, ça nous permet de ne pas avoir de mycose. Et donc, quand le microbiote vaginal est altéré chez les femmes, il faut faire attention, il faut le réparer. On dira qu'à une ancienne époque, on avait une tendance à donner des médicaments. Là, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment une solution, surtout pour les femmes qui ont des sécheresses plus importantes et pour des femmes qui font des infections régulières. On s'est rendu compte qu'il fallait réparer le microbiote vaginal pour retrouver un équilibre. On a aussi un microbiote dans la bouche. Donc on s'est rendu compte aussi que cette bouche qu'on a longtemps laissée comme un organe qui ne faisait pas partie du tout du corps, non, il est bien là et c'est la première partie avant que l'on commence à parler du microbiote intestinal. N'oublions pas le microbiote buccal, donc c'est plein de petites bactéries dans la bouche qui vous permettent de ne pas avoir d'infection parce que le primeur vous a gentiment proposé une petite framboise ou une petite myrtille que vous avez mis dans la bouche comme ça sans la laver. C'est grâce à vos petites bactéries qu'il y a dans la bouche que vous n'allez pas être pollué par toutes les petites composantes toxiques qu'il y a sur des fruits et des légumes pas lavés. C'est grâce à ces petites bactéries que la pomme qui est restée dans votre panier fruits pendant toute une semaine et qu'à la fin vous vous dites « il faut que je la finisse parce que sinon vous allez la prendre, vous allez l'essuyer, vous allez la manger comme ça », c'est grâce à toutes ces bactéries qu'il y a dans la bouche que vous n'allez pas être impacté par les polluants, par les poussières et par tout ce qui s'est cumulé sur vos fruits et légumes. Et en même temps, ces petites bactéries, elles adorent être stimulées par notre alimentation, parce que n'oublions pas que tous nos fruits qu'on mange, ou les légumes qu'on mange crus, ils contiennent aussi un microbiote. Donc nos petites bactéries, elles adorent communiquer avec les bactéries des légumes et des fruits que nous mangeons. Donc plus on les alimente correctement avec les aliments sains, pas trop transformés, pas trop de sucre, pas trop de lipides, pas trop de graisse, plus elles sont boostées, et quand elles sont bien boostées, elles sont contentes d'être chez nous, et donc elles nous le rendent bien. Elles nous défendent contre les pathogènes, contre les virus, contre certaines réactions. Et on s'est rendu compte que vivre sans microbiote, ce n'était pas possible. Donc, il faut vraiment en prendre soin pour pouvoir avoir un équilibre général. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a 10 ans, on n'entendait pas parler de microbiote, on parlait éventuellement de la flore intestinale, mais c'était assez vague. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un tel intérêt là depuis quelques années et que maintenant tout le monde sait ce que c'est et l'importance que ça a? Alors, je dirais qu'au départ, c'était un peu difficile, pas parce qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Pasteur a quand même compris qu'il y avait déjà des bactéries et qu'il fallait en prendre soin. Donc, ce n'est pas le côté de « on ne savait pas ce qu'elles faisaient », mais qu'est-ce qui est difficile avec les microbiotes? C'est que ce sont des bactéries qui ont beau être sur la peau, dans la bouche, dans les intestins, dans le vagin, elles communiquent toutes entre elles.
Donc, elles sont un peu anti tout système médical que nous avons mis en place. Pour faire plus simple, dans le système médical, on a coupé le corps humain en petits bouts. Donc, on a un spécialiste qui ne fait que la bouche, nous avons un spécialiste qui fait que les intestins, un spécialiste qui fait que le vaginal, la femme, etc. Donc, et c'est là où on s'est heurté à une problématique. Alors les scientifiques, eux, ont continué à explorer les bactéries, le microbiote, etc. Et je dirais qu'avec les technologies qui se sont mises en place, on a pu encore davantage explorer toutes ces bactéries qui cohabitent entre elles, avec nous et partout. Mais qu'est-ce qui a fait la difficulté de les ramener dans le milieu, je dirais, médecine, médicale? C'est que les médecins, eux, sont coupés en spécialités. Et là, les bactéries, vous ne pouvez pas les couper en spécialité. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense que plus tard, on va voir apparaître des gastro-entérologues, des anesthésistes qui travaillent beaucoup. Nous, à Paris, on a des anesthésistes, des gastro-entérologues qui travaillent beaucoup sur le microbiote. On va voir apparaître aussi des orthodontistes, on va voir apparaître, mais qui vont avoir cette casquette supplémentaire. Vision globale. Exactement. Ils vont avoir cette vision globale. Ils vont s'intéresser à leur spécialité, mais ils seront obligés de prendre en compte la globalité de ces bactéries parce qu'elles, il n'y a pas de frontières entre elles. Donc, elles communiquent toutes entre elles, elles interagissent tous entre elles. Et je pense que c'est ce qui a fait ce frein que cette technologie... parce que la technologie a avancé. Analyser les bactéries, c'est plus un problème. Nous, en laboratoire, on utilise la technique de shotgun. Alors justement, voilà. J'en parlais en introduction, je disais que vous aviez été une des premières, il me semble, en France à avoir ramené cette technologie. Alors, il y a déjà plusieurs laboratoires qui travaillent sur le shotgun. Nous, on est premiers dans le sens où on ramène cette technologie dans un monde où c'est accessible à la population. Exactement. Voilà, en quoi ça consiste? Parce que j'ai employé ce gros mot là, de séquençage d'ADN, shotgun. Voilà. C'est ça. C'est quoi exactement? On récupère tout ce qu'il y a dans l'échantillon qui arrive au laboratoire. Donc, des échantillons de sel. Les échantillons de sel, mais ça peut être aussi un échantillon buccal, ça peut être aussi un coton-tige qui est arrivé au niveau d'un produit spécial pour le microbiote vaginal. Tout ça se fait chez soi, donc les gens font ça chez eux, ils se font leur prélèvement chez eux, ils envoient les tubes, et lorsque ça arrive, nous, en réalité, on va aller analyser directement l'ADN de ces bactéries. Donc, pour ne pas se tromper, cette technique, elle consiste en quoi? C'est qu'on va couper l'ADN de chacune des bactéries en petits bouts, on va lire tous les petits bouts, comme ça la lecture est plus fiable, et ensuite, on les rejoint tous, et on retrouve notre ADN global de notre bactérie. Et alors, si on vulgarise, c'est un peu ça. Elle vous a permis et de du coup, ça nous de voir quoi? Ça nous permet de voir toutes les bactéries qu'il y a dans l'échantillon. Donc, étant donné que les bactéries se renouvellent, donc on va éliminer quelques-unes et ensuite on va les renouveler. Donc, quand vous éliminez et que vous avez l'échantillon, cet échantillon, c'est la photocopie de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ça nous permet vraiment de voir à l'exactitude toutes les bactéries qui vous composent. Là, je crois que depuis 10 ans que vous observez des microbiotes, vous avez dû en voir des milliers. Quelles sont les grandes tendances que vous avez observées? Les liens, vous avez mentionné certaines bactéries, vous avez parlé d'Akkermansia, par exemple, qui est la bactérie, la super bactérie qu'on aimerait tous avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Oui, Akkermansia, par exemple, c'est une bactérie qui se retrouve, nous on l'a vu, comme un point commun chez plusieurs centenaires. C'est ça. Voilà. Ça, les formidable, centenaires, ils ont tous Akkermansia. Et là, on se dit, les centenaires en bonne santé. J'en veux. C'est des centenaires qui font encore du vélo, qui marchent, qui communiquent. Ce n'est pas le centenaire totalement... grabataire ou complètement attention, c'est vraiment des centenaires en bonne santé. Et donc, ils ont tous cette bactérie. Par contre, ce qu'on a vu également dans les populations qui présentaient une obésité, là, on a vu qu'il n'y avait plus d'Akkermansia. Donc, quand vous prenez ces opposés, entre le centenaire qui a l'Akkermansia et les gens en obésité qui en ont plus, c'est là où ça va faire, à mon avis, changer. Par exemple, c'est une bactérie qu'on cite, mais il y en a d'autres, mais ces bactéries-là vont nous faire un petit peu changer notre vision sur les chirurgies comme le bypass, comme réduire l'estomac, parce que c'est pas juste mécanique, il y a une histoire de terrain, de terreau. Et c'est pour ça qu'on voit bien que plus de 50% des gens qui ont été opérés, certes, ils ont perdu 30 à 45 kilos, mais malheureusement, ces 50%, c'est une population qui repart vers le haut. Donc,
est-ce qu'il ne faudrait pas au préalable analyser leur microbiote et se dire, bon, eux, ils en ont gardé un petit peu, si on les opère et qu'on les remet sur une bonne alimentation, c'est possible d'eux, mais attention, cette population, on n'en a déjà pas. Est-ce que pour eux, il ne faut pas prévoir un autre protocole? On ne sait pas. Mais ça va nous permettre aussi de changer certains protocoles thérapeutiques que nous avons actuellement. Et je crois vous avez vu beaucoup de liens, il me semble, avec d'autres, entre certaines pathologies et l'absence ou la présence de certaines bactéries. Je pense à Parabacteriodes. Alors j'utilise des mots comme si je les connaissais, mais je les lis. J'ai vu qu'il y avait un lien avec Parkinson et le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Exactement, oui, c'est ça, tout à fait. On a vu qu'il y avait une prolifération chez les gens, ceux qui présentaient une population importante avaient ce type d'inflammation. Et c'est là où on se dit, d'accord, alors ceux qui n'ont pas de syndrome polykystique, est-ce qu'ils en ont ou pas? La réponse est oui, ils en ont. Mais pas la quantité. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on a vu aussi qu'ils étaient motivés. Il y a quand même un point commun, il faut le dire, pour toutes les inflammations qu'on voit, que ce soit ces inflammations à répétition qui font qu'au final, on a le Parkinson ou l'Alzheimer, ou ces inflammations à répétition au niveau polykystique, au niveau de l'endométriose, au niveau de certains cancers, etc. On a vu quand même qu'il y avait un point commun qui ravageait les bonnes bactéries et qui boostait les mauvaises, c'était quand même le sucre. Aujourd'hui, on ne peut plus dire aux gens non, mangez comme vous voulez, rien à voir avec votre santé ou vos microbiotes. Non. Aujourd'hui, on a quand même une affirmation claire que lorsque nous mangeons trop de sucre et du sucre trop modifié, les bactéries sont, en tout cas les bonnes, sont HS, elles sont hors service. Comment ça se fait que ce n'est pas plus connu, ça? Parce que moi, j'ai un cas là, qui me remonte en tête de quelqu'un il n'y a pas très longtemps à qui on a diagnostiqué une maladie lourde et qui a dit à son médecin, est-ce que je peux ajouter mon alimentation? Et qui lui a dit non, vous embêtez même pas avec ça, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Voilà, c'est ça qui est vraiment triste. C'est fou, alors que vous avez des milliers d'exemples de liens quand même assez clairs. Exactement, et je ne suis pas la seule scientifique à le dire. Quand on voit qu'aux États-Unis, on a fait une étude sur les personnes en obésité, voire obésité morbide, et qu'on a vu qu'ils n'avaient plus de diversité. Avoir une diversité, c'est avoir beaucoup de bactéries toutes différentes. C'est combien idéalement? Alors, idéalement, il faut être entre 1200. Alors, 1200, c'est parfait, déjà, c'est pas mal. Et un microbiote pauvre, à l'inverse, c'est quoi? Ils en ont 300. Ah, waouh! Ah oui, c'est beaucoup moins. Et voilà. Est-ce que ça veut dire que du coup, en remettant les bonnes bactéries dans nos intestins, on va pouvoir réguler cette flore intestinale et puis du coup agir directement ou pas sur certaines maladies ou certaines maladies en devenir? En tout cas, dans certains tests qui ont été faits sur certaines souris, sur certaines populations de souris. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait ça dans leur coin. Ils ont repris le microbiote de leur frère ou de leur sœur qui était bon et c'est vrai qu'ils ont montré qu'ils ont trouvé un bon résultat. Mais si on va sur des tests purement scientifiques, qu'on a montré sur des souris, c'est vrai que quand on prend un bon microbiote et qu'on va le greffer chez une souris qui n'en avait pas du tout ou qui était très mauvais, on voit tout de suite la différence. Il y a quoi? Ces marqueurs de santé Ces marqueurs de santé s'améliorent. Mais ce qui est important de dire, c'est que la souris qui avait le bon microbiote, c'est parce qu'on l'a bien nourrie. On lui a enlevé le sucre, on lui a enlevé tout. La souris qui avait un mauvais microbiote, c'est parce qu'on a fait en sorte qu'elle ait un mauvais microbiote. On l'a mal nourrie. On lui a donné du goutte à goutte de sucre tous les jours. Donc, on ne peut pas dire que l'aliment ou l'alimentation en général n'influe pas sur nos microbiotes. Ce n'est pas vrai. Donc, on a bien nourri une souris, on en a fait un bon microbiote, on l'a greffé sur la souris qu'on a mal nourrie, pour laquelle on a fait un mauvais microbiote, et en greffant le bon sur le mauvais, le bon a pris le dessus et a permis à la souris qui commençait à avoir quelques problèmes psychologiques et quelques problèmes digestifs à améliorer, à revenir vers des voyants au vert. Est-ce qu'il y a des signes sur le plan physique, mental, émotionnel qui peuvent nous laisser penser, sans avoir fait forcément d'analyse, que oui, là, a priori, j'ai un microbiote, que ce soit intestinal ou buccal ou autre, qui est déséquilibré? Complètement. Ce qu'on appelle les maladies chroniques. Être tout le temps fatigué, avoir tout le temps mal au ventre, avoir du coup tout le temps mal à la tête, des maux de tête, et donc mal au ventre constant, qui donne les maux de tête constants et qu'au final donne des insomnies et qu'on n'arrive pas à dormir, on voit bien que le cerveau et les intestins fonctionnent. Il y a une autoroute entre les deux qui s'appelle la sérotonine. Et donc, quand tout le côté émotionnel est déséquilibré,
souvent ce qu'on voit dans les maladies chroniques, ah oui, complètement. On voit ce déséquilibre intestinal venir directement influencer le cerveau. Et d'ailleurs, il y a des psychiatres qui se sont intéressés à comment nourrir leurs patients, comment mettre en place une alimentation non inflammatoire pour réduire certaines maladies psychiques. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre microbiote et cerveau. Ça, c'est fou, ça. Ça veut dire que même certaines maladies donc, classées comme mentales ou psychiques aujourd'hui seraient influencées par le microbiote. Complètement, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, il y a certains psychiatres qui changent comme ça l'alimentation progressivement de certaines personnes atteintes de bipolarité ou d'hyperactivité ou de dépression. TDAH, dont on parle beaucoup, ça exactement. C'est ça, exactement. Et de dépression. Et on voit qu'en changeant leur alimentation, en tout cas quand eux nous envoient les microbiotes, c'est impressionnant comment on voit l'évolution des patients. Ça change en combien de temps un microbiote ? En combien de temps est-ce qu'on peut faire évoluer ça et retrouver quelque chose de plus équilibré ? Alors je dirais qu'un microbiote, si on ne faisait que ça, et on ne s'occupait que de ces microbiotes, je dirais qu'en 6 mois, en général, nous on a vu des gens qui ne faisaient que ça, et en faisant les combinaisons alimentaires, en prenant en compte les carences de vitamines qu'ils corrigeaient, en prenant en compte les bactéries un peu faibles qu'ils alimentaient, etc., etc. C'est vrai que les gens qui font ça 24 sur 24, au bout de 6 mois, ils peuvent arriver à quelque chose assez impressionnant. D'accord. Dans la vie normale. On n'a pas tous le temps de s'occuper que de ces microbiotes. Dans une vie normale, on peut voir une progression tous les 9 mois environ. Les gens vraiment qui mettent en place des changements. Exactement, des changements. Essayer de se coucher avant minuit, essayer de respecter qu'entre minuit et 5 heures du matin, c'est essayer de couper tout engin électronique, téléphone, portable, etc. Et vraiment se mettre dans le noir et essayer de s'endormir comme ça, de déstresser le corps. Tous les gens qui ont réduit drastiquement les boissons gazeuses, les sucres, qui se sont mis à faire un peu de sport, de marcher. La marche aussi, c'est excellent pour nos microbiotes. C'est vrai que ces gens-là, petit à petit, plus ils faisaient un changement au niveau d'hygiène de vie alimentaire, et plus on voyait l'évolution. Tous les 9 mois, on voyait qu'il y avait une évolution quand même qui était assez impressionnante. Donc là, vous venez de lister un peu toutes les actions avec lesquelles on peut rééquilibrer indirectement son microbiote, le sport, voilà, le sport, le sommeil, l'alimentation, et on oublie souvent un élément, mais qui est incontournable, c'est pour moi un pilier qu'on oublie souvent et qui est tellement facile à mettre en place, c'est l'hydratation. Oui. Voilà, s'hydrater, boire de l'eau, 1,5 litre en hiver ou lorsqu'on ne sue pas, et aller jusqu'à 2 litres en été quand il fait très très chaud. Parce que quand on est mal, on ne supporte pas la chaleur, il faut se dire aussi que nos bactéries à l'intérieur sont aussi mal que nous. C'est quoi le lien entre sport et microbiote et sommeil et microbiote ? C'est les hormones du bien-être. C'est les hormones du bien-être. Pour le sport ? Voilà, c'est ça, pour le sport et le sommeil. On va permettre de sécréter les hormones du bien-être, et ces hormones du bien-être, elles ont une influence positive. Sur notre microbiote ? Sur nos bactéries, directement sur nos bactéries, qui vont se sentir mieux pour mieux travailler. Ça alors ? Voilà, donc quand il y a ces hormones de bien-être, on booste en quelque sorte ces espèces vivantes et qui vont, eux, à leur manière, nous rendre ce bien-être. Moi, j'avais déjà lu qu'effectivement, l'absence de sommeil, c'était souvent quelque chose qu'on trouvait chez les personnes en surpoids ou obésité. Oui, c'est ça. C'est lié à ça ? C'est lié justement au microbiote ? Oui, c'est lié au microbiote, c'est lié à ces bactéries qu'on a perdues, et c'est lié à ces fameuses bactéries qui nous permettent, à partir d'une certaine heure le soir, de trouver le sommeil. Donc, c'est vrai que tout est lié. Et c'est vrai qu'avec les microbiotes, c'est très particulier. On ne peut pas... souvent, on me dit, alors quel est l'aliment à bannir pour le microbiote ? Il n'y a pas d'aliment. Si on parle d'aliments naturels, pas transformés, il n'y a pas d'aliment à bannir. Si on parle de sommeil, oui, le sommeil est important pour les microbiotes, les différents microbiotes. Si on parle de l'hydratation, c'est important. Et puis nous, on a vu quelque chose d'important dans les microbiotes, et c'est là encore une fois qu'on ne peut pas nous dire que l'alimentation ne joue pas, on a vu par exemple sur les enfants adoptés. Et ça, on l'oublie souvent. Et les enfants adoptés, c'est quelque chose qu'on a vu et qui était très impressionnant. C'est suivant la famille qui vous adopte, on voit que les microbiotes finissent par être un peu plus ou moins... similaires au reste de la famille. Exactement. Et qu'est-ce qui est similaire dans une famille ? C'est bien notre alimentation. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même
plusieurs études aujourd'hui qui sont formelles sur ça. C'est bien manger, ça donne des bons microbiotes. Rappelons-le quand même, le microbiote est dynamique, on peut le changer, on peut le booster, jusqu'à l'âge de 4 ans. Voilà. Et on a même montré qu'après 4 ans, chez les enfants adoptés, après 4 ans, le fait de faire un microbiote, on le compare à la maman et au papa adoptif, et on arrive petit à petit à leur dire, écoutez, il lui manque ça, il faut ravitailler en ça, il faut faire ça. Donc je trouve que cette innovation est tellement intéressante qu'il faut la communiquer au large public. On parle beaucoup depuis quelques années des prébiotiques, des probiotiques. Est-ce que c'est une vraie solution de premier recours quand on veut rééquilibrer son microbiote ? Oui. Malheureusement, quand les bactéries internes vont mal, ramener des bactéries de l'extérieur, ce que j'appelle les intérimaires, c'est important. Est-ce que là, il faut savoir précisément lesquels nous manquent, ou est-ce qu'on peut trouver des probiotiques généralistes qui vont faire le job quand même globalement ? Alors c'est là où le probiotique n'est pas automatique, et c'est là lui où non plus. Lui non plus, il n'est pas automatique, et le probiotique, il n'est pas magique. Donc certains vont prendre des lactobacillus alors qu'ils en avaient beaucoup. Ce n'était pas la solution, donc ils vont gonfler davantage. D'autres, on va leur dire ah oui, prenez bifidus ou prenez machin, ce n'était pas le sujet. Non, on ne peut pas prendre. C'est comme si que vous me demandiez si on pouvait prendre un antibiotique à l'aveugle. C'est suivant si c'est bactérien ou une infection virale. Le probiotique, ça devrait être la même chose. Alors, ça a été longtemps une solution de secours. Et qui a bien marché dans certaines populations. Moi, je pense que le probiotique, il est nécessaire, il a vraiment sa place, mais il faut la renforcer avec des analyses de microbiote. Le probiotique, je pense que c'est une très belle innovation. Et ça permet aux gens qui sortent de chimiothérapie de booster en attendant de retrouver un équilibre. Ça permet à des gens qui sont en obésité d'avoir quelques suppléantes en attendant d'avoir les siennes. Ça permet... Donc, pour moi, le probiotique, c'est quand même quelque chose, c'est une belle invention. Mais maintenant qu'on a cette innovation de séquençage, on peut lire votre microbiote, pourquoi pas essayer de rejoindre les deux et de faire quelque chose de sur-mesure aux différentes populations. Et alors, sur le plan alimentaire, l'alimentation idéale ou la manière de s'alimenter idéale pour notre microbiote, ça va être quoi ? Alors, sur l'alimentation, je dirais qu'il faut toujours se référer à ses ancêtres. Il n'y a pas une alimentation idéale. La façon dont on mange au Japon, c'est pas la même comme on mange à Paris, c'est pas la même, même ne serait-ce qu'en Suisse, c'est pas la même en Italie, c'est pas la même en Espagne, c'est pas la même aux États-Unis. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une façon idéale, mais je dirais que regarder un peu derrière et voir ce que ses ancêtres utilisaient comme aliments sains, comme viande, comme légumes, je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'idéal, il y a juste à faire attention à ne pas trop polluer son corps de l'intérieur avec des aliments transformés. Oui, parce que ça, c'est une phrase que j'ai notée, que j'ai beaucoup lue dans vos livres, où vous dites « on maltraite nos bactéries ». Ah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi, on maltraite ? On ne leur donne pas les bonnes choses à manger ? On ne leur donne pas les bonnes choses. Donc, on les tue souvent par toute la mauvaise alimentation qu'on met en place. On les tue souvent parce qu'on a cru bien faire d'arrêter de manger tout type de protéines, parce qu'on a cru que c'était bien. Ouais. Ou du gluten. Voilà, on a fait aussi la mode du sans gluten, et ça a vraiment fait des dommages visibles sur les microbiotes. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, ça n'existe pas vraiment, c'est juste une question de on n'a plus là le bon microbiote pour bien le digérer, et c'est ça qui fait que c'est compliqué ? C'est ça, exactement. Ouais. Et que ça serait plus intéressant de réintroduire les... Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme la plupart des gens, ils ont tous une carence de telle ou telle bactérie, de telle ou telle population, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de manger un peu de tout, de sa région. On n'a pas besoin d'aller ramener les aliments miraculeux du tel ou tel pays du bout du monde, parce qu'est-ce qui paraît sont miraculeux ? Non, dans chacune des régions du monde, il y a des aliments miraculeux. Donc, essayons de consommer local, essayons de consommer les aliments miraculeux de chez soi. Mais ce qui est le plus important, c'est diversifier les aliments. Ça veut dire manger quoi, un peu de tout. Parce que moi, j'imagine là, une assiette avec plein de choses dedans. Voilà, c'est trop. C'est pas ça. Voilà, c'est diversifier, c'est pas tout manger à la fois. C'est pas tout manger à la fois. C'est de se forcer à faire quelque chose qui a quand même disparu dans les populations actives d'aujourd'hui.
on a tendance à faire les mêmes repas à la maison. C'est vrai. Voilà. Le poulet rôti. Le poulet rôti, chez nous, c'est tous les dimanches. Le poisson. Chez nous, c'est tous les vendredis. Il faudrait que le vendredi, ça soit aussi, je sais pas, un steak frites, c'est pas grave, mais ou un autre poisson en tout cas. Exactement. Donc on est parti sur la facilité parce que on travaille beaucoup, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a les enfants, parce qu'on a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que parfois, moi, ce que je dis aux gens, essayez de faire juste une semaine hors du commun par mois. Essayez de vous astreindre. Alors les 7 jours, c'est pas forcément 7 jours d'affilée, mais essayez de sortir un peu du lot. Ce serait quoi par exemple? À la maison, on ne fait jamais de volaille. Il y a des gens qui me disent non, la volaille, je la mange juste à l'extérieur, jamais à la maison. Je sais pas, essayez de faire 2-3 jours poulet rôti, grillade de poulet, de dinde. Non, nous à la maison, c'est plutôt que du poulet. Essayez de faire de la dinde, où on va vous dire ah non, nous c'est que le bar, on adore le bar. Mais essayez de faire la sole, essayez de faire le cabillaud. Essayez de diversifier et de sortir un peu de son et la viande rouge, est-ce que moi je sais que j'en mange quasiment jamais. Est-ce que ça peut être bien de réintroduire des choses qu'on ne mange plus une fois de temps en temps? C'est ça. En petite quantité. C'est ça, exactement. La viande rouge, moi je trouve qu'à partir d'un certain âge, ça ramène quand même de la protéine, ça ramène du fer, etc., les minéraux, mais ça ramène de la protéine, et la protéine c'est nécessaire pour garder en forme tous vos muscles, qui ne soient pas flétris. Donc, manger moins de viande rouge, c'est vrai. Je dirais plutôt manger de la viande rouge de bonne qualité. De temps en temps. Mais arrêtons d'éteindre toutes nos bactéries parce qu'on ne leur donne plus les aliments qu'il faut. Donc, essayons vraiment de manger un peu de tout. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment ça qui fait la différence dans nos microbiotes. Kahina, il y a de plus en plus de gens de nos jours qui ont quand même des problèmes digestifs. Je parlais avec pas mal d'amis médecins qui me disent que c'est la première cause de consultation, des gens qui ont des inconforts. À quoi est-ce qu'ils sont dus généralement, notamment quand on a des flatulences, des gaz, une digestion lourde, etc. Est-ce que c'est lié à une population spécifique de bactéries qu'on n'aurait pas ou trop? C'est souvent lié à un manque de diversité. Donc, ils n'ont pas ce lot de 1200, 1500 ou 5000 bactéries, ils en ont beaucoup moins. Souvent, malheureusement, quand on les analyse, ils ont à peine 200, 300 bactéries différentes. Et donc, ça attire notre attention sur le fait que comment on en est arrivé là. Et c'est vrai que tout ce qui est ballonnement, gaz, flatulence, etc., c'est des bactéries qui se sont éteintes avec le temps. Éteintes, pas vraiment. Il en reste encore des petites colonies, mais la quantité est tellement petite que par rapport au bol alimentaire, elles ne peuvent pas tout prendre en charge. Donc la flatulence est due au fait qu'on n'est pas capable de prendre en charge, voilà, parce que la population s'est réduite. Okay. Et comme ces populations se sont réduites, donc on ne devrait pas se dire moi à chaque fois que je mange ça ballonne, j'ai des flatulences, j'arrête de le manger. Non, on ne devrait pas avoir ce réflexe. On devrait se dire, ok, je vais réduire à 1 cuillère à café et je vois ce que ça fait. Et là, tout le monde nous dit, 1 cuillère à café, ça passe bien. Je fais 1 cuillère à café tous les jours pour stimuler ces bactéries et petit à petit, elles vont revenir, elles vont proliférer. Donc réintroduire des choses soit auxquelles on avait l'impression d'être intolérant, soit qu'on ne mangeait plus, ça peut être comme ça à toute petite dose homéopathique. Et ça stimule en réalité l'activité bactérienne et ça va stimuler au bout d'un moment. Alors, ça ne va pas marcher pour tout le monde, mais il y a entre 30 et 40% de population à qui ça donne des bons résultats. Après, ça ne marche pas pour tout le monde, ce n'est pas magique. Mais c'est vrai qu'au lieu de faire déjà ce réflexe de se dire « non, j'arrête », essayons déjà de faire à l'inverse, de donner des toutes petites quantités pour stimuler et voir après avec le temps si ça a été bénéfique ou pas. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé cette passion et tous ces conseils hyper précieux. Merci à vous. Merci.